Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir, je vais essayer de traduire le livre de Zola, de vous raconter l'histoire de Gervaise. Enfin, je vais essayer, hein, ça sera la première fois. Comme je l'ai lu, donc je peux un peu en parler. Donc c'est un livre quand même qui m'a été... ce livre, il est assez... J'y tiens beaucoup parce que il m'a été offert par une rencontre que j'ai faite. Donc c'est pour ça. Donc je vous avais beaucoup assommé, c'est le cas de le dire, la tête avec ce livre. Donc c'est celui-là que je vais essayer de raconter. Et je vais faire la transposition avec la ressemblance que peut retracer le livre de la condition ouvrière, puisqu'il raconte quand même la condition ouvrière, le livre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est pour ça que je fais la vidéo là. Parce que je sais que beaucoup de jeunes n'aiment pas lire, donc euh, ils préfèrent acheter des... Ils préfèrent donner de l'argent au capitalisme. Donc, euh, alors, mais c'est pas de leur faute aussi, ils sont conditionnés aussi. Et puis la société crée beaucoup de désirs, donc voilà, c'est difficile de ne pas succomber. Alors, puis ça sera une manière d'apporter un petit peu de culture, on va dire ça comme ça. Même si j'en manque encore, hein, bien sûr, moi aussi. Mais ça sera déjà un début. Donc alors, c'est Gervaise. Il a été écrit en 1877, 1878, je crois, par Zola. Donc voilà, puis c'est un roman réaliste, c'est pour ça qu'il m'intéresse. Il est très intéressant. Donc, et en fin de compte, il retrace la vie de Gervaise. Au départ, elle vient d'une famille assez très pauvre, hein, bien sûr. Et son père, il la bat. C'est les Rougon-Macquart. Et en fin de compte, elle vient de cette famille et son père est alcoolique. Déjà, ça commence mal pour elle. Et après, elle, elle décide de partir, de se sauver. Donc, elle fait une fugue vers l'âge de 14 ans. Et elle part avec un chapelier, c'est un bourgeois. Et ils s'en vont, ils s'en vont à Paris. Ils montent à Paris. Ils vont aller à l'hôtel Boncoeur. Et en fin de compte, ils partent à l'aventure, hein, on va dire ça comme ça. Et à un moment donné, ben, ils vont avoir deux enfants, donc Étienne ah, je ne sais plus le prénom de le deuxième. Euh, je passe, c'est pas grave. Alors, ils vont arriver là-bas, à Paris, et ils vont dépenser tout leur argent. Et à un moment donné, ils vont se retrouver un peu dans la dèche, quoi. Donc, ils seront obligés d'aller travailler, mais comme, euh, comme le chapelier, son mari à Gervaise, qui s'appelle Lantier, il va il va s'abandonner on va dire à la vie facile, et il va la tromper avec d'autres femmes euh, qui sont en train de se payer du bon temps, quoi. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais essayer d'édulcorer le roman parce que sinon c'est voilà, c'est pas viable, hein, sinon. Donc voilà, puis j'ai de la pudeur, donc voilà. Et en fin de compte, elle va s'apercevoir Gervais qui lui fait du cinéma, quoi, qui fait semblant de chercher du travail. Et en fin de compte, il va la quitter à un moment donné. Elle va se retrouver toute seule avec deux gosses. Et puis elle va rencontrer Coupeau. Alors Coupeau, c'est un zingueur, c'est un ouvrier, bon, clean et propre, hein, ce qu'il y a un ouvrier célibataire et puis qui aime bien boire, donc tranquillement, hein, donc il prend son petit verre de vin de temps en temps. Au départ, il est vraiment, il a une vie stable, quoi. Mais c'est un ouvrier qui aime bien, qui aime, qui a la joie de vivre, quoi, on va dire. Et en fin de compte, elle s'est jurée, Gervaise, de ne plus rencontrer, de ne plus aller avec un homme. Alors elle va pas tenir sa promesse, elle va au fur et à mesure succomber au charme de Coupeau.
Et en fin de compte, ça va être un peu la descente aux enfers à un moment donné, mais c'est pas encore, hein. Alors, au petit à petit, Coupeau il va lui présenter sa famille à lui. Ils s'appellent les Lorieux. Donc c'est des gens un peu avares et ils vivent dans un dans un mythe quoi, dans un cabanon comme on appelle ça. Et ils fabriquent de l'or. Donc ils étiolent les fils de cuivre pour les revendre. Donc ils font ça toute la journée. Ils font que ça, ils sont enfermés toute la journée. Et en fait, ils vont être jaloux parce que ça ne les intéresse pas que Coupeau puisse se marier avec Gervaise. Parce qu'il va vouloir se marier avec elle. Et en fin de compte, tout ça parce qu'ils sont avares, les Lorieux. Ils vont lui dire que. Ils vont pas lui dire, mais ils vont lui faire comprendre que elle a deux enfants, Gervaise, et elle est boiteuse en plus. Elle boite. Donc dès le départ, déjà, on voit bien elle a entre guillemets des handicaps. On va dire des désavantages. Et c'est intéressant comme quoi Zola, il a bien ciblé dès le départ les désavantages et on va dire les handicaps les handicaps de la vie, hein. Donc c'est un accent. Elle a eu cet incident, on va dire, cet accident à la naissance. Parce que la mère de Gervaise, elle la battait, c'était une femme battue déjà, la mère de Gervaise. Donc c'est intéressant toutes les questions que ça peut poser. Parce qu'on peut faire par exemple la transition avec des faits réalistes. Parce que c'est un roman réaliste. C'est pour ça qu'il est intéressant à lire. Donc alors je continue. Et à un moment donné, ils vont se marier. Donc ils vont accepter, ils vont faire des économies. Gervaise, elle va trouver un travail. Elle va devenir blanchisseuse. Donc c'est intéressant parce elle va s'occuper de tous les, de linge sale, on va dire ça comme ça, de toute la classe ouvrière. Donc elle va mettre les mains dans le cambouis et ça montre bien la condition dès le départ de son destin, on va dire, entre guillemets. Et donc elle va essayer de régler les comptes avec... elle s'appelle Virginie, celle qui a récupéré l'entier, l'ex-mari de Gervaise. Elle va la... Elle va la... Comment elle va la battre dans le... Elles vont se bagarrer dans le lavoir. Ils appellent ça, ouais, le lavoir. C'était un lavoir où on lavait le linge. Et là, il y a des scènes bon, je passerai, que je ne dirai pas. Pour ceux qui sont plus curieux, ils liront le livre. Donc il y aura des scènes de violence et de crudité indépassable. Et donc après, à un moment donné, ils vont se mettre en ménage, Coupeau et Gervaise. Et après, il va y avoir un troisième personnage qui s'appelle Gouget. C'est le seul des trois hommes, parce que des trois hommes qui est, entre guillemets, l'ouvrier vraiment impeccable, sain et équilibré psychologiquement. Et lui, il vit avec sa mère. Donc, c'est un métallurgiste. Voilà. Il travaille dans une fonderie, donc, mais il est très ami avec Gervaise. Mais ils ont une grande complicité qu'elle a deviné qu'il était amoureux d'elle. Mais il n'ose pas lui dire, c'est quelqu'un de timide et de très introverti. Et, et donc ils ne veulent pas s'avouer leur attirance, on va dire, mais Gervaise, elle veut pas aller plus loin. Donc elle va se marier, elle est mariée avec Coupeau. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que un jour, il va y avoir, ils vont avoir un enfant. Ça va être Nana. Donc elle va jouer pas dans d'autres films, parce qu'il y a eu le film. Elle va jouer dans d'autres récits. Donc, et quand il va avoir l'enfant Nana, eh bien, il va y avoir un accident. C'est que Coupeau,
il va, il va tomber de son échafaud. Donc il va se casser la jambe et ça y est, il va être en arrêt maladie. Et comme il n'y a pas d'arrêt maladie là-bas, elle va payer tous les frais, elle va essayer de le soigner, Gervaise. Et elle va dépenser tout son argent qu'elle avait mis de côté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure, le foyer familial, il va tomber en ruine, quoi. Donc ils vont commencer à se retrouver dans la misère et Coupeau, dès qu'il va avoir sa convalescence pendant 3 4 mois, il va s'amuser à traînailler quoi, le quartier, quoi. Le quartier de la Goutte d'Or. C'est Aubervilliers, pas Aubervilliers, c'est un lapsus. Euh, il va aller, parce que ça aurait pu être Aubervilliers, c'est à Barbès-Rochechouart, à la Goutte d'Or. Donc il va aller voir ses copains et ses anciens collègues de boulot, du boulot, et il va les railler, quoi. Leur dire que voilà à quoi ça sert de se démener au travail, quoi. Donc il va avoir la jambe cassée. Et au fur et à mesure, il va aller boire un coup, deux coups, et il va commencer à être dans une habitude, quoi. Il va s'installer dans une habitude. On retrouve le concept d'habitude. Et il va avoir une passion pour l'alcool, donc il va tomber dans l'alcool lui aussi. Et il va se laisser aller, il va se mettre, enfin il va tomber dans la déchéance sociale, on va dire comme ça. Donc à un moment donné, il sera hospitalisé. Et après, il va y avoir une grande fête, ils vont faire. Et ils vont inviter son ancien mari, le chapelier. Donc, parce ils vont se réconcilier à un moment donné. Ils vont faire une fête, on va dire. Elle va faire une fête pour célébrer Gervaise, pour célébrer la, l'achat de sa boutique, parce elle va se mettre à son compte. Et là, ils vont faire ménage à trois. Je fais un petit raccourci. Ils vont faire un ménage à trois. Et Gervaise, elle va tomber dans les bras de son ancien mari, donc le chapelier. C'est comment il s'appelle? Lantier, voilà. Donc à ce moment-là, elle va se laisser choir elle aussi, jusqu'à qu'elle soit endettée. Elle va être menacée d'être expulsée de son logement. Et à un moment donné, il va y avoir le Gouget, celui qui est amoureux d'elle, il va lui prêter de l'argent. Donc elle va accepter à un moment donné, mais elle va pas pouvoir le rendre cet argent. Donc elle va tomber dans la... À la fin, c'est une fin tragique. Elle tombe dans la prostitution. Donc elle tombe dans la prostitution parce qu'elle a pas d'argent pour manger. Et à un moment donné, elle va mourir de faim. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous l'ai fait en raccourci, mais c'est pour ceux qui seraient intéressés à le lire. Très instructif, hein. J'ai fait court, hein, mais bon. J'ai peut-être un petit peu mélangé les... Je sais que j'ai mélangé les certains passages, mais c'est pas grave. C'est à peu près ça le livre. Donc, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire là-dessus, Zola? Alors, j'ai un petit peu réfléchi, hein, donc bien sûr, hein, je pense qu'il a voulu nous dire aussi que la misère sociale. Parce qu'à un moment donné, il y a une description de toutes les classes ouvrières. Donc, il y a le zingueur, il y a celui qui travaille dans les toiles, il y a la brunisseuse, celle qui travaille avec le cuivre. Il y a le soudeur, celui qui travaille dans la fonderie, hein, c'est Gouget. Il y a le chapelier. C'est le seul personnage, c'est intéressant qu'il ait mis ça, Zola, c'est le seul personnage bourgeois, issu de la classe bourgeoise, mais qui ne travaille pas. C'est le profiteur en fait, dans le, dans le, dans le rôle du personnage du profiteur en fait. Du profiteur et du débauché, quoi. Enfin, c'est ce que j'ai compris dans le livre. Et je pense que c'est pour ça qu'il a dû être attaqué.
parce il a été très violemment insulté, Zola. Donc voilà, parce qu'en fait, ce qu'il essayait de me remettre en cause, c'était que la misère sociale, la misère morale, elle venait de la misère sociale, en fait. Que les gens se comportaient comme ça, de cette manière-là, parce que c'était leurs conditions qui conditionnaient leur comportement. Voilà. C'est pour ça que je pense à Aubervilliers, parce que, un exemple, comme je connais un peu Aubervilliers, on va faire la transition avec du concret, par exemple. On peut faire une transposition, hein, avec les comportements qui se passent, par exemple, le fait que un exemple tout bête, le fait d'être confiné dans des logements HLM, par exemple, déjà c'est des conditions déjà que... Parce que toute proximité, on va dire ça comme ça, toute proximité, euh, euh, on va dire la fracture on va dire la décence des personnes, entre personnes. Donc déjà là, déjà les comportements peuvent être modifiés au niveau moral. Donc voilà, la proximité amène, on va dire, l'indécence. C'est ce qu'il a voulu essayer d'expliquer le roman de Zola. Alors pourquoi je parle de tout ça? Donc c'est parce que je vais faire une transition encore sur les boîtes de nuit. Comme moi j'ai connu un peu les boîtes de nuit, euh, comme j'étais danseur, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de danse, j'ai eu des amis, et on allait là-bas pour faire des démonstrations aussi. Donc on faisait des battles aussi là-bas. Donc comme j'ai habité à Nancy, c'était à Nancy, j'ai habité pendant 2 ans. Et en fin de compte, je me suis fait des amis, j'avais une grande connaissance là-bas de quelqu'un, donc je rentrais gratuit en boîte. Je n'ai jamais payé. J'irai jamais de toute façon d'ailleurs. Si, je n'aurais jamais été si j'étais payant, si je devais payer. Donc je rentrais pendant gratuitement, donc je connais un peu le monde de la nuit, hélas. Donc je vous dirai pas tout, ça c'est sûr, mais juste je vais cibler ce qui est intéressant et de mettre en question. C'est, je n'ai rien contre les filles, hein, donc, mais c'est juste pour questionner. Donc à partir de là, je vais, bien sûr, pour me protéger et pour ne pas faire d'amalgame, de mettre un concept philosophique. Donc alors, je l'ai trouvé de toute façon. C'est le dictionnaire. Alors ça va être le doute. Alors, je vous lis la définition. Bon. Alors le doute en philosophie, ça veut dire incertitude de l'esprit, refus d'affirmer ou de nier. Voilà. Après, je vais vous lire la reste. On distingue deux formes de doute. Le doute naturel qui accompagne l'absence de connaissances certaines. Le doute méthodique ou philosophique qui consiste à douter de toutes nos connaissances, même de nos perceptions des choses du monde, tant que nous ne connaissons pas le principe de tout savoir. Voilà. Ça, c'est les empiristes qui utilisent le doute beaucoup. Les philosophes empiristes. Locke, Hume. Donc, alors j'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que ça peut pas inciter, par exemple, parce que ça modifie beaucoup les comportements. Moi, j'ai vu beaucoup de gens habitués, et surtout ça incitait beaucoup les gens à y aller parce que, surtout la gente féminine, puisque c'est gratuit. Donc voilà, le but, c'est quand même c'est un but lucratif, pas lucratif, c'est un but consumériste quand même. Quoi qu'on en dise, je pourrais faire une transposition, même par exemple, le cabaret où ça s'est passé, l'histoire réaliste de Gervais, avec une boîte de nuit à Nancy où c'est que j'étais, par exemple. On pourrait faire la transition. Ce serait pas impossible puisque Zola il a écrit son roman avec des recherches scientifiques sur l'alcool. Il en parle de ça. Les méfaits, irréversibles de l'alcool. Lui, en fait, le but, c'est qu'il voulait essayer de fermer les cabarets. Cabaret, c'est une boîte de nuit. Ou bien l'Assommoir,
c'est les endroits où, ben, les cafés, quoi. Parce qu'en fait, ça crée de l'addiction. Et je pense que les boîtes de nuit aussi créent de l'addiction, puisque en général, souvent, je voyais les mêmes personnes. Enfin, nous voyons les mêmes personnes quand on y allait. Avec un pote, deux potes, on y allait avec deux danseurs. Donc nous, on y allait parce que pour rencontrer d'autres danseurs. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître, on va dire ça comme ça un petit peu. On a été un peu réputé là-dessus. Parce que quand on venait, on savait qu'on venait pour danser. On venait pas pour draguer, quoi. Bien qu'on ait fait des connaissances, bien sûr, c'est normal. Donc voilà. Alors c'est je vais donner mon éthique du jour, hein, pour terminer, je vais donner une petite maxime, c'est que vous réfléchirez sur cette question-là, enfin sur cette maxime-là. C'est une maxime que j'avais écoutée déjà avec. C'était un, c'était une question philosophique dans un bac qu'ils avaient donné. Je ne sais plus quand, mais c'est ce qui a de la valeur n'a pas de prix. Voilà. Je vous laisse réfléchir avec ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.